Bon ça y est les amis, le main event de SummerSlam est officiellement annoncé. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve comme chaque semaine pour les résultats et la review de SmackDown. Mais avant de commencer, je tiens à souhaiter un bon anniversaire à Aurélien, bon anniversaire mon frérot. Je vous invite vous aussi à le faire dans l'espace commentaire. Il a aujourd'hui 23 ans et oui mine de rien ça vieillit. Les amis, pour commencer nous allons parler de ce match entre Rey Mysterio et Jimmy Uso. La rivalité entre la famille Mysterio et la famille Uso semble continuer. On a un match simple et juste avant on a un petit segment avec Rey Mysterio en coulisses qui va dire à Dominique écoute, il faut que tu regardes comment je vais procéder, etc. Donc Rey Mysterio veut montrer l'exemple à Dominique. Donc on a ce match après et tout va être axé sur cette fin de match où Dominique Mysterio va reproduire ce qu'ont réalisé les Usos du côté de Money in the Bank, c'est-à-dire gagner en trichant, c'est-à-dire qu'au moment où Rey Mysterio va faire un tombé sur Jimmy Uso, eh bien Dominique Mysterio va tendre ses jambes à l'intérieur du ring pour maintenir Rey Mysterio, pour appuyer Rey Mysterio et ainsi appuyer le tombé. Et donc c'est comme ça que Rey Mysterio va battre Jimmy Uso. Donc évidemment après le match, les Usos sont vraiment dégoûtés. Ils vont s'en prendre à l'arbitre verbalement. Ils sont vraiment énervés. Mais ça n'empêche que Rey Mysterio a bel et bien remporté ce match. On se dirige donc très probablement pour un match par équipe à SummerSlam. La famille Mysterio contre la famille Uso pour les titres par équipe de SmackDown. Honnêtement, c'est une bonne idée. Je pense qu'il n'y a pas mieux à faire pour SummerSlam. C'est vraiment un bon match en vue. Maintenant, j'espère qu'ils ne vont pas trop tourner non plus autour de ces tricheries et qu'on va vite passer à autre chose parce que, voilà, si c'est pour avoir un flashback de ce qui s'est passé à Money in the Bank toutes les semaines, ça sera pas vraiment intéressant. Les amis, parlons maintenant de ce titre féminin de SmackDown où enfin il va se passer des choses intéressantes parce que voilà, on avait un peu la même chose depuis plusieurs semaines là, c'est-à-dire Carmella qui vient défier la championne qui perd à chaque fois. Et une fois de plus ce soir, elle va se présenter, vous allez le voir. Donc on a Bianca Belair qui arrive et qui va se faire interviewer. Donc elle vient de dépasser les 100 jours en tant que championne de SmackDown. Donc Kayla Braxton va la féliciter. Et puis elle va demander ensuite quels sont ses futurs plans. On a ensuite Carmella justement qui va arriver, qui va couper la championne et qui va dire que elle devrait une nouvelle fois avoir une chance pour le titre parce que elle a détenu ce titre pendant 130 jours et voilà quoi. Mais non en fait, non, Carmella, tu viens de perdre 2 fois de suite de manière clean un match de championnat, donc en quoi tu mériterais une 3e chance? Et puis c'est un programme qu'on a déjà vu, donc c'est clair qu'on n'a pas envie de voir ce match. On a ensuite Zelina Vega du coup qui va arriver pour lui dire exactement cela, c'est-à-dire tu as perdu déjà 2 fois, je pense qu'on n'a pas besoin d'une 3e. Et par contre, Zelina Vega dit que les fans ont envie de voir un Zelina Vega contre Bianca Belair, donc elle veut cette opportunité. Bianca Belair va ensuite accepter ce challenge de Zelina Vega. Et là, Carmella va se mettre à attaquer Bianca Belair par derrière. Zelina Vega va ensuite se joindre à Carmella. Et là, on aura le retour surprise de Sasha Banks qui viendra défendre et aider Bianca Belair. Et ensuite, on aura une célébration de ces 2 superstars, ce qui nous mènera ensuite au main event de la soirée. Un match avec, d'un côté, Bianca Belair et Sasha Banks, et de l'autre, Zelina Vega et Carmella. Bon les amis, la fin du show, je pense qu'on l'avait tous à peu près imaginé. On a donc un match classique entre ces 2 équipes qui va se terminer avec un Banks statement de la part de Sasha Banks sur Carmella. Carmella va donc abandonner. On a ensuite, après le match, une célébration de Bianca Belair et de Sasha Banks. Et à ce moment-là, sorti de nulle part, on a un backstabber de la part de Sasha Banks sur Bianca Belair. On a donc Sasha Banks qui se met à attaquer Bianca Belair. Elle va ensuite la ruer de coups. Et on a ensuite une célébration de Sasha Banks qui va s'emparer de ce titre féminin de SmackDown, qui va le lever au ciel et qui va nous faire comprendre qu'elle veut être la future challengeuse au titre de Bianca Belair. Elle veut son match revanche de WrestleMania et donc très probablement ce sera notre tête d'affiche pour SummerSlam. Donc on va pas se mentir, le turn là de Sasha Banks, on s'en doutait un petit peu. Pour moi, c'était pas vraiment une surprise. C'est vrai que voilà, quand j'ai vu les 2 célébrer à la fin, je me suis dit bon allez, c'est dans combien de temps là l'attaque de Sasha Banks? Voilà, c'était assez prévisible. Mais voilà, je suis content quand même d'avoir cette affiche à SummerSlam. On aura un match vraiment qui risque d'être qualitatif à SummerSlam et c'est une très bonne chose parce que honnêtement, du côté de la division féminine, on enlève Sasha Banks là. Voilà, on n'a pas de superstar qui est vraiment haut niveau, qui a été construite pour aller dans le main event côté féminin de SummerSlam.
Donc c'était vraiment un problème, donc heureusement mine de rien que Sasha Banks est là. Les amis, parlons maintenant de Reginald qui nous fait un Open Challenge pour son titre 24/7. Et là, j'ai peur, honnêtement, je me dis, bon allez, j'ai déjà mon flop de la soirée. Au final, je l'ai pas mis en flop de la soirée. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que on a Chad Gable qui va arriver, accompagné par Otis. Et là, bon, déjà au départ, je dois avouer, je me suis dit, oh non, ils vont quand même pas gâcher cette association Otis-Chad Gable alors qu'il y avait peut-être moyen d'en faire quelque chose et les emmener eux aussi du côté du titre 24/7. Et après réflexion, je me suis dit au final, ça pourrait être l'inverse, ça pourrait être un Chad Gable ou un Otis champion 24/7 qui remonterait un petit peu le niveau de cette division parce que moi je reste persuadé qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ce titre 24/7. Voilà, en dehors du comedy wrestling, il y a vraiment moyen de construire quelque chose, comme le titre hardcore à l'époque. Voilà, c'était intéressant. Donc je me dis au final, bon, pourquoi pas, on peut peut-être enfin avoir un programme intéressant du côté de ce titre. Au final, on aura donc Reginald qui va prendre l'avantage sur Chad Gable. Au départ, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que Reginald, il avait un petit peu les frousses parce qu'il s'est dit, bon, je vais affronter Otis, le mec qui détruit tout le monde depuis plusieurs semaines. Au final, non, Otis va prendre le micro, il va dire que ce soir, il va affronter Chad Gable, donc heureusement pour lui, mais ça risque probablement de changer la semaine prochaine. Je pense qu'on aura probablement prochainement un Otis contre Reginald. Ça risque de continuer. Quoi qu'il en soit, on a un Chad Gable contre Reginald et durant le match, Reginald va prendre l'avantage et à ce moment-là, Otis va sentir que Chad Gable est en danger. Il va donc intervenir et attaquer Reginald et au moment de le balancer à l'extérieur, Reginald va faire une nouvelle pirouette et retomber sur ses pieds et Otis n'en revient pas, il est grave vénère. Mais Reginald en tout cas est toujours champion 24/7, c'est ce qu'il faut retenir après SmackDown. Bon, je reste dans ma perspective et je me dis, bon, peut-être qu'il y a moyen de construire quelque chose de solide et j'espère qu'ils ne vont pas gâcher surtout ce qu'ils ont commencé à faire avec Chad Gable et Otis parce que là encore, moi, je reste persuadé qu'il y a vraiment moyen de construire quelque chose avec eux. Les amis, on passe à la rivalité entre Edge et Seth Rollins. Bon, il s'est pas passé grand-chose cette semaine. On a l'entrée de Edge et durant la pause publicitaire, c'est ça qui est ouf en plus, c'est que c'est pendant la pause pub, on a l'attaque de Seth Rollins sur Edge durant son entrée. Donc il va l'attaquer, ensuite il va prendre un micro, il va nous montrer des images de ce qui s'est passé les semaines précédentes et il va nous dire voilà, il y en a marre, Edge, voilà, j'en ai marre de lui, j'en ai marre qu'il prenne ce qui m'appartient. Ce seront les derniers mots de Seth Rollins, donc vous l'aurez compris, ça a été très très court, mais en tout cas, c'est vraiment une rivalité divertissante, je trouve, même si cette semaine c'était pas ouf. C'est vraiment l'un des matchs que j'ai envie de voir à SummerSlam parce qu'en plus de ça, durant l'attaque de Seth Rollins, on a eu le droit à des segments un peu plus violent que d'habitude, c'est-à-dire qu'on a un Seth Rollins qui va aller chercher une caméra et frapper Edge avec la caméra, donc on voit que on prend une autre dimension dans cette rivalité et c'est ça qui est vraiment intéressant. Peut-être d'ailleurs qu'une stipulation sera ajoutée au match à SummerSlam, ça pourrait être intéressant. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un match que j'ai envie de voir à SummerSlam. Ceci étant dit les amis, passons au flop de la soirée. Bon les amis, j'ai mis ce match en flop de la soirée parce que, j'avoue, c'est ce qui m'a le plus déçu, c'est ne pas savoir encore dans quelle direction on va pour le titre intercontinental à SummerSlam. On a un match 3 contre 3, donc je l'avais prédit la semaine dernière, c'était obligatoire au vu de ce qu'on a eu la semaine dernière. Ce match 3 contre 3, il était inévitable cette semaine. On a donc d'un côté Cesaro, Biggie et Shinsuke Nakamura, et de l'autre, on a Dolph Ziggler, Robert Roode et Apollo Crews, le champion intercontinental. Ça va se terminer avec un Kinshasa de la part de Nakamura sur Apollo Crews, le champion. Nakamura qui, mine de rien, va river les épaules du champion. Et après, on aura simplement une célébration des vainqueurs et c'est tout. Donc voilà, on n'en sait pas plus. On n'a rien de programmé autour du titre intercontinental pour l'instant. Je pense honnêtement que ça ressemble à un match à plusieurs hommes pour SummerSlam. Donc je sais pas si on aura un Fatal 5-Way, un six-pack. J'en sais rien. En attendant, on semble prendre cette direction, mais encore une fois, rien de confirmé. Il ne s'est rien passé cette semaine. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a un petit peu déçu. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Évidemment les amis, pour le top de la soirée, je vais parler de cette rivalité entre Roman Reigns et John Cena. Ça commence avec John Cena qui va ouvrir le show, qui va commencer un speech et qui va revenir évidemment sur la punchline de Roman Reigns la semaine précédente où il avait dit que voilà, le retour de John Cena avec la même tenue, la même entrée, etc. C'est comme faire la position du missionnaire tous les soirs, c'est vraiment ennuyant. Et John Cena va répondre à ça justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que John Cena, voilà, il sait jouer avec tout ça et il est encore très très bon dans ce rôle. John Cena va nous dire que si on trouve quelqu'un qui sait rendre la position du missionnaire intéressante de semaine en semaine, alors on devrait la garder, il nous le promet.
Voilà, donc le message est clair, hein. John Cena il faisait peut-être la même chose pendant des semaines et des semaines, il le fait encore aujourd'hui, mais en tout cas c'est ce qui marche et c'est pour ça qu'il est encore là aujourd'hui. Donc pourquoi il arrêterait? C'est son message, c'est sa réponse à Roman Reigns et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et ensuite, il va provoquer Roman Reigns, il va dire que voilà, Roman Reigns se craint vraiment grave. Il a accepté un challenge face à Finn Balor, donc c'est cool pour Finn Balor, hein. Il va nous dire John Cena, mais en attendant, il craint, hein, il ne veut pas affronter John Cena, il a peur. Voilà, John Cena est vraiment remonté contre Roman Reigns. On a ensuite Baron Corbin qui va arriver pour une fois de plus mendier auprès de John Cena. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma voiture, voilà, j'ai plus d'argent, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux m'aider? Donc John Cena va demander au public si John Cena doit l'aider, justement. Le public va évidemment scander non, ne l'aide pas, mais John Cena quand même, parce que c'est un mec bien, il va sortir un billet de sa poche, il va lui donner 10 ou 20 balles, et puis Baron Corbin, il lui dit « Mais tu te fous de ma gueule ou quoi t'es hyper riche, tu fais du cinéma à Hollywood et tu me donnes que 20 balles, c'est quoi ce délire ?» Et là, John Cena va se dire ok, donc là, t'es en train de me traiter d'égoïste et tout. Bon, je vais te donner quelque chose dont tu as vraiment besoin. Et John Cena va ensuite enchaîner avec son Attitude Adjustment et va ensuite partir sous les acclamations de la foule, sous sa musique. Donc voilà, on avait un bel opener avec d'un côté la réponse de John Cena à Roman Reigns. On a un John Cena qui est un peu frustré de ne pas avoir ce match à SummerSlam. Et enfin, on a ce Baron Corbin aussi qui vient s'incruster. Et on a voilà ce petit segment fun avec John Cena. Donc j'ai trouvé vraiment cet opener assez divertissant. Et plus tard dans la soirée, on a donc cette signature de contrat entre Roman Reigns et Finn Balor. Finn Balor va arriver, suivi de Roman Reigns. Et là, ça ne va pas vraiment se passer comme prévu. On a un Roman Reigns qui va continuer de provoquer Finn Balor. Il va lui dire qu'il va le renvoyer à NXT. Et Finn Balor, lui, il va répondre en disant « Bah écoute, mec, moi je serais fier de retourner à NXT en tant que champion universel. » Donc le message de Finn Balor est clair, hein. Il veut redevenir champion universel et emmener ce titre du côté de NXT. On aura ensuite l'intervention de Baron Corbin. On se dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Baron Corbin vient défoncer Finn Balor, il l'envoie à l'extérieur. Il va ensuite s'emparer de ce contrat. Il va sortir un stylo de sa poche et là on se dit ça y est, on a compris. Baron Corbin, il veut signer ce contrat, affronter Roman Reigns pour essayer de sortir de cette misère justement. Mais à ce moment-là, la musique de John Cena va retentir dans la salle. John Cena va arriver et va attaquer Baron Corbin une fois de plus. Et c'est cette fois-ci John Cena qui va récupérer le contrat, qui va sortir lui aussi un stylo de sa poche. Et devant la caméra, il va signer ce contrat devant les yeux d'un Roman Reigns qui n'en revient pas, d'un Paul Heyman qui est en mode, encore une fois avec ses expressions, Paul Heyman, mais il me tue, hein, franchement c'est le meilleur. Paul Heyman, il nous sort des expressions à chaque fois. Là, il est dépité, il est en mode, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, John Cena va signer le contrat. Et là, c'est officiel. On a John Cena contre Roman Reigns à SummerSlam dans le main event de la soirée. Donc John Cena, lui, évidemment, il est heureux, il célèbre. Roman Reigns est dépité. Et juste après, en coulisses, on a un segment avec Paul Heyman qui va essayer d'aller négocier avec Adam Pearce et Sonya Deville, qui va leur dire, mais écoutez, sur ce contrat, c'était stipulé que c'était Finn Balor qui devait affronter Roman Reigns. Et c'est John Cena qui l'a signé, donc le contrat n'est absolument pas valide. Et Adam Pearce et Sonya Deville vont lui dire, écoute, il y a la signature de John Cena sur ce contrat, et à mes yeux, c'est tout ce qui compte. Le combat est donc officiel. Et donc là, encore une fois, Paul Heyman, il va nous sortir une expression de visage, mais totalement dépité. Le match est donc confirmé. Donc c'est vrai que, honnêtement, quand j'ai vu le segment et que j'ai vu Cena signer le contrat, je me suis dit un peu la même chose. Je me suis dit, bon, c'est un peu abusé, parce que bon, le contrat, il est au nom de Finn Balor, John Cena le signe, et ça y est, du coup, le combat est quand même officiel. Donc bon, heureusement qu'ils ont ajouté ce petit segment après pour préciser ça, que voilà, aux yeux des officiels, c'était tout de même valide, parce que je me suis dit, c'est un peu n'importe quoi. Là, au moins, c'est plus clair et le match est officiel. Et puis, j'ai trouvé que c'était une belle manière de mettre Finn Balor de côté pour l'instant, parce que honnêtement, s'il avait eu ce match avant SummerSlam, on sait ce qui se serait passé, ça aurait été vraiment un challenger de transition et il serait passé aux oubliettes juste après. Donc là, je pense qu'en faisant ça, on a un Finn Balor qui s'assure une position de challenger après SummerSlam pour le pay-per-view suivant. Et pour moi, c'est bien, au moins ils vont avoir le temps de construire quelque chose avec lui et pas faire un petit truc à la va-vite comme ça. Donc voilà, pour tous ceux qui pensent que pour Finn Balor, c'est vraiment écrasant, je pense que pas du tout. Je pense que ce n'est que partie remise et ce sera même mieux. Il aura plus de temps pour construire une rivalité solide après SummerSlam. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de souhaiter le bon anniversaire à Aurélien dans l'espace commentaire, ça va vraiment lui faire plaisir. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.